Bon, en tout cas, je vous remercie les trois d'avoir organisé ce webinaire et de coucou Alexia du coup d'avoir voilà contribué à l'organisation de ce webinaire et l'avoir largement diffusé. On est quand même relativement nombreuses aujourd'hui. Il y avait à peu près 90 inscrits, donc déjà, c'est très positif parce que on voit que vous avez tous envie de repartir et de reprendre du bon pied et que vous avez plein de projets pour la suite. Donc, c'est super enrichissant en tout cas et stimulant voilà, de vous savoir motiver plus que jamais. Donc, du coup, merci du coup à Alexia, les réseauteuses, à Carole Anne des Toulousaines Audacieuses et à toute l'équipe des Nénettes voilà, qui se sont réunies pour vous proposer ensemble ce webinaire. De notre côté, en tant qu'intervenant, on est du coup des membres du collectif de freelance La Collab. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissent déjà. Et on co-anime cette intervention avec Aurélie, qui se présentera ensuite, qui fait partie du réseau RBMG. Donc l'idée aujourd'hui sur la thématique qu'on a choisi de partager avec vous, c'est le plan d'action de communication après Covid. Donc bien préparer la reprise dès maintenant, c'est-à-dire qu'on va vous donner un petit peu des axes de qu'est-ce qu'on doit faire actuellement tant que nous sommes encore en confinement. Et même si le confinement est prévu pour le 11 mai, on sait que ça va se faire petit à petit et que peut-être le moment où on est un petit peu dans l'accalmie et le petit creux va durer un peu plus longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? Comment on peut mettre à profit ce temps et cette période pour vraiment permettre de bien reprendre, bien préparer sa reprise. Donc, je vous présente rapidement la collab. Donc, la collab, c'est un collectif de freelance avec des experts métiers sur les métiers du marketing, de la communication et du digital. On accompagne des entreprises, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes, dans leurs projets marketing communication, soit en composant des équipes projets sur mesure. On va chercher, on va dire, le bon freelance au bon moment et avec la bonne expertise métier. Ou on peut aussi faire via notre offre La Collab Connect du placement de freelance dans des entreprises quand il y a un besoin d'une ressource très ponctuelle et très précise. Donc aujourd'hui, on est 60 freelance à travailler quotidiennement ensemble. On est répartis sur 3 collectifs, donc le collectif de Toulouse, le collectif de Paris et le collectif de Barcelone. Voilà, il y a plus de 400 freelance qui sont déjà référencés dans le collectif. Nos métiers c'est une palette assez large. On va avoir toute la partie marketing, stratégie. On fait aussi de la formation puisqu'on est organisme de formation Datadocké. Tous les métiers de la communication digitale qui sont très utiles aujourd'hui, comme le community management, les spécialistes en emailing, en SEO, en SIA, donc Google AdWords, etc. La partie créa avec des designers, des web designers, des UI, UX, des graphistes, et toute la partie développeur, tech, data aussi, puisque c'est aussi un enjeu du digital en ce moment. Donc, en fait, on couvre toute la chaîne de valeur au sein de ce collectif. Donc, moi, j'en suis la cofondatrice. Je suis aussi meneur de projet, c'est-à-dire que j'accompagne des clients de A à Z sur la partie stratégique et opérationnelle dans le déploiement de leurs actions, que ce soit des startups, des PME et des grands groupes. Je le ferai principalement pour du coup, des clients toulousains et parisiens. Je suis sur les deux collectifs. Et avec moi aujourd'hui, on a Olivia, qui est une freelance expert de la collab, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Olivia, je suis consultante en communication digitale spécialisée dans les médias digitaux, tout ce qui va être Google Ads, display et les réseaux sociaux et aussi de l'affiliation. Je travaille principalement avec des agences à Paris, mais il m'arrive aussi et même souvent de travailler avec la collab sur des projets, notamment et même principalement sur du Google Ads. Je laisse Aurélie également se présenter et présenter le réseau RBMG pour ceux qui ne le connaissent pas.
Ok. Merci Laura. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation aujourd'hui. Donc, je suis Aurélie Brugère, je suis directrice d'agence RBMG à Toulouse. RBMG, c'est un réseau national d'agences. Nous avons également des implantations à l'étranger, au Maroc, au Cameroun et divers postes un peu partout dans le monde. Et nous sommes spécialisés en fait dans l'accompagnement des entrepreneurs, donc entrepreneurs au sens large, que ce soit des créateurs de projets, que ce soit donc des dirigeants de TPE et de PME, pour les accompagner à leur développement, donc développement du chiffre d'affaires. Lancement de nouvelles offres et de nouveaux services, export, développement de commerce associé et puis aussi également optimisation de la stratégie commerciale et du business model. Donc, notre objectif, nous, c'est d'accompagner vraiment l'entrepreneur sur son palier de développement suivant, travailler avec lui de façon très personnalisée, mais très pragmatique et opérationnelle sa stratégie pour lui permettre, en fait, du coup, de passer un cap en termes de développement de chiffre d'affaires. Nous avons accompagné plus de 9000 projets depuis la création d'RBMG depuis 13 ans. Et puis, donc, nous accompagnons, en fait, de façon à chaque tête de direction d'agence RBMG, c'est un entrepreneur. Moi-même, j'ai ma propre structure. Donc, RBMG, ce sont des entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs pour ce côté très pragmatique et opérationnel. Et nous intervenons donc en toute complémentarité et régulièrement donc en partenariat avec la Collab justement sur tout ce qui est nous sur l'approche des business models, la modélisation de projets, réalisation d'études de marché. Nous accompagnons également sur tout ce qui est donc optimisation de la stratégie commerciale. Et en complément, pour faire levier en fait sur toutes les actions de développement, nous accompagnons aussi à la recherche de financement et de subventions régionales. Donc moi-même, Aurélie Brugère, pour me présenter plus spécifiquement, donc j'ai derrière moi plus de 15 ans de conseil en management. J'ai évolué au sein de cabinets de conseil parisiens avant de monter ma propre structure de conseil. Et donc je suis plutôt positionnée sur, on va dire, sur du business oriented. Et puis je peux intervenir donc vraiment de l'entrepreneur, du créateur de projet, freelance, TPE, PME jusqu'au grand groupe. Donc voilà, on est toutes les trois réunies pour vous apporter un petit peu des expertises un peu complémentaires et vous aider à construire ce plan d'action. Ce plan d'action, on va dire comment construire vraiment votre offre, le marketing, la partie marché, votre plan d'action commercial, votre plan d'action de communication. On a à peu près eu 8 points à parcourir ensemble sur aujourd'hui. On va recontextualiser un petit peu à l'heure actuelle comment on se situe par rapport au Covid. Et de là va en découler toute une série d'actions que vous pouvez mener dès la sortie de ce webinaire dans les prochains jours. Alors, pour la partie contexte, c'est vrai qu'on l'entend souvent et c'est particulièrement vrai. Il y aura sûrement un avant-Covid et un après-Covid. Bien sûr, il y a plein de changements qui étaient initiés avant cette crise et ce confinement qui sont décuplés à l'heure actuelle et qui vont très certainement perdurer par la suite. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est toujours un petit peu difficile de vendre en tant que tel ou de prospecter en tant que tel. C'est un retour qu'on a souvent. Les coûts de conversion peuvent être parfois un peu plus élevés, même sur le digital. Par contre, on a toute une audience qui est très captive et qui manifeste beaucoup d'intérêt, qui est disponible pour recevoir vos messages. Et du coup, il y a une vraie stratégie à avoir à l'heure actuelle qui va préparer peut-être demain une reprise et une croissance de vos ventes. Je laisse la parole à Aurélie qui va vous présenter un petit peu l'état d'esprit des entrepreneurs auxquels aussi aujourd'hui on peut faire face dans notre quotidien et qui vont aussi, puisque pour nous, en tout cas personnellement, je pense vraiment que c'est les entrepreneurs qui vont faire l'économie de demain par rapport à leur état d'esprit et leur mentalité. Oui, tout à fait. En fait, il nous semble important, effectivement, là,
La crise actuelle, en fait, c'est une période inédite. C'est une crise initialement sanitaire et qui, en fait, est devenue une crise économique, ou en tout cas qui a des impacts économiques. Elle a été assez subie. D'abord est venu le temps du confinement, donc pour nous tous en tant que particuliers. Et puis après, immédiatement, effectivement, on a eu à faire face, nous entrepreneurs, et puis les équipes également, hein, les collaborateurs, finalement, à des questionnements qui sont des questionnements d'entreprise, mais surtout donc d'entrepreneurs, qui nous a fait en fait passer par je dirais des états émotionnels assez variés. Il y a eu d'abord de la sidération, il y a eu de l'abattement pour certains, de la panique pour d'autres, et puis certains ont gardé leur calme. Certains se sont remis en cause, d'autres ont continué à à regarder vers l'horizon. Enfin, en tout cas, ça nous a tous fait passer par des montagnes russes en fait en termes d'émotions, et puis même en termes de stratégie d'entreprise. Finalement, on est passé en fait en quelques semaines de cette entrée dans le printemps, qui est souvent une ouverture d'activité pour certaines entreprises, à la mise en place d'un plan de continuité, comment j'organise mes équipes en télétravail, comment je sécurise ma trésor. Et puis aujourd'hui se pose effectivement la question de, du coup, quel est mon plan de reprise. Et tout ça dans un temps très très court. Donc c'est vrai que l'enjeu est assez inédit et assez fort et assez émotionnellement fort. Et en fait, de ce que j'ai observé des échanges par téléphone que j'ai pu avoir avec mes clients et même mes partenaires entrepreneurs, c'est qu'en fait, je suis assez convaincue que la personnalité du chef d'entreprise, du dirigeant, de l'entrepreneur va être déterminante pour justement pouvoir rebondir et pouvoir en fait regarder en avant et garder un cap sur l'horizon. Et ça va être vraiment déterminant pour la reprise, avec certainement un mot d'ordre. Enfin, l'idée, on va en discuter après, de ce que chacun a pu mettre en place dans son entreprise ou pour son activité, mais l'idée, c'est vraiment de continuer à agir. Alors après, c'est agir efficacement, ou en tout cas pas se disperser. Donc, je vous invite juste sur l'état d'esprit des entrepreneurs, parce qu'ils sont vraiment très, très variés en fait, hein. Il n'y a pas de segmentation non plus, mais du coup, moi, je lis régulièrement en fait les chroniques du confinement qui sont sur le site des Échos, qui en fait recueillent des témoignages de chefs d'entreprise tout au long de cette crise et du confinement, et qui permettent en fait pour chacun de nous de voir que il y a vraiment une diversité en fait de situations. Vous avez là quelques extraits de titres d'articles sur certains, se sentir impuissant, comme devant une maison qui brûle. Donc ça, c'est vraiment la sidération et je reste paralysée. La crise va questionner notre modèle économique dépendant des foires. Donc là, c'était un galériste qui parlait. Enfin voilà, donc en fait, les questions clés, et à travers ces chroniques que je vous invite vraiment à lire, elles sont très bien faites. Du coup, on a vraiment toutes les questions que nous nous posons tous en fait aujourd'hui sur cet après. Au niveau des secteurs économiques et de l'économie. En fait, finalement, de cette crise, c'est une crise sanitaire avec des impacts économiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'a pas été impacté par cette crise, que ce soit par la pandémie, que ce soit vraiment par la maladie, ou par les mesures de confinement qui ont suivi. Et c'est d'autant plus fort qu'en fait, on est vraiment sur une échelle nationale et internationale. Et on se rend compte que toutes les chaînes de valeur sont liées. Et aujourd'hui, en revanche, sur cet impact global, on observe vraiment une grande diversité de situations, secteur par secteur ou par branche d'activité. Et en fait, avec des enjeux qui ne vont pas forcément être les mêmes pour tous dans les prochains mois. Là, on a du coup, c'est un échantillon en fait des secteurs économiques, mais c'est vraiment l'idée là, c'est vraiment finalement de
pour chacun d'entre nous et dans notre secteur d'activité, c'est en fait de pouvoir observer l'écosystème qui est autour de nous ou l'activité, le domaine d'activité dans lequel on est pour se rendre compte un petit peu des enjeux. Donc, on a vraiment une grande diversité de situations. On va avoir pour certains secteurs comme la restauration, le tourisme, le transport aérien, des enjeux de survie, de solvabilité. On va avoir pour certains des enjeux de transformation, en fait. C'est aussi l'agroalimentaire, en fait. Les tendances de consommation pendant cette crise ont eu tendance à évoluer, donc la remise en cause, la transformation. Et puis pour certains secteurs, c'est l'occasion d'innover. Donc ce sont des impacts durs pour certains, mais des opportunités en fait pour d'autres. Et on l'a vu par exemple dans la santé, la médecine, et avec des grandes tendances, des tendances en tout cas qui ont émergé ou qui se sont affirmées comme la tendance du digital en fait. On a tous consommé digital, il y a certaines personnes qui se sont mis à se faire livrer, à commander leurs courses en ligne là où ce qu'elles ne faisaient pas avant. On a vu toute l'agilité des startups à établir des partenariats avec certaines entreprises pour faire avancer soit la production, la distribution. Et puis il y a eu un retour du local aussi dans les approvisionnements. Et aussi cet enjeu autour on va dire de la relance verte, puisque c'est une des hypothèses en fait d'apparition de la pandémie. Et pour reprendre sur cette particularité et le côté inédit de la situation, c'est vraiment de se dire qu'on est passé de deux mondes opposés en l'espace de 24 heures. Là, ce que vous voyez, c'est une étude de Google Mobility et on voit les déplacements des gens. Et du jour au lendemain, on a une chute drastique qui passe de 70 à 80%. Donc, c'est vraiment dire que seules les personnes qui avaient besoin de se déplacer se déplacent et vraiment vers des besoins de nécessité. Ce qui nous amène à des habitudes de consommation qui sont en train de changer déjà pendant cette période et qui vont continuer à changer. Déjà par les thématiques, nous on le voit en digital. D'habitude en digital, on est assez linéaire sur les thématiques avec quelques pondérations qui vont être des surpondérations sur certaines thématiques en fonction du sexe, de l'âge, etc. Mais là, on a vraiment 5 thématiques qui vont vraiment sortir. On a l'actualité, alors ça c'est le top de toutes les thématiques qui sont consultées. Et puis après, on va avoir toutes les activités qui vont tourner autour de la maison, donc du foyer, avec les recettes de cuisine, les jeux vidéo, les programmes TV et les cours en ligne. Ensuite, sur les pics de connexion, c'est aussi très marqué. Donc, on va être en semaine de 7h à 10h et après 21h en semaine. Et en week-end, c'est entre 18h et 23h. Ces pics de connexion, nous, on les voit en digital de manière permanente. Sauf que là, avec cette période-là, on est en surpondération là-dessus. Donc, si vous réfléchissez aussi communication et quand est-ce que vous devez délivrer vos messages, réfléchissez aussi en pic de connexion parce que c'est là que votre audience, elle sera la plus présente. Et le troisième axe qui est important sur les habitudes de consommation, c'est le mobile. Alors, le mobile grimpe petit à petit, mais ce qui se passe, et ça, c'est un chiffre déjà de mars, il devrait être encore en augmentation. Depuis le confinement, donc c'était 2 semaines après le confinement, donc fin mars, l'utilisation du mobile par les Français, quand on parle mobile, c'est tablettes et portables, était déjà à plus de points et les prévisions sont à 61% pour après le confinement. Donc, c'est dire que quand vous pensez digital, ne pensez pas uniquement version sur ordinateur, pensez tablette et mobile parce que vos internautes sont là aussi. Et si on regarde plus sur les chiffres Internet et e-commerce, déjà sur l'Internet, nous, tout de suite, le premier élément qu'on a vu, c'est le boost de trafic sur Internet. On a plus 16% en France. Donc, qui a un très gros chiffre pour la période. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une audience, même si elle a augmenté en volume, elle est beaucoup plus volatile en termes d'intention. Elle va passer moins de temps sur les sites et elle va avoir moins de pages sur les sites. Donc, c'est dire que quand vous allez avoir votre audience sur le site, il va falloir la capter parce qu'elle va être beaucoup plus volage que l'audience qui était avant le confinement. Par contre, elle sera en plus grande quantité. Et si on regarde sur les chiffres plutôt e-commerce, alors là, on a des disparités. On a des volumes de conversion qui, globalement, tout secteur confondu, on a une hausse des conversions, donc plus 9%. Par contre, à l'inverse, on a une baisse du taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le volume de visiteurs que vous allez avoir comparé au volume de conversion. Et celui-ci, il est en baisse.
Ce qui veut dire qu'effectivement, ça reprend ce que je disais avant, c'est l'aspect volatile de cette audience et aussi le fait que cette audience-là, elle est en recherche d'informations sur vos marques, vos valeurs, votre contenu, mais aujourd'hui, elle n'est pas elle a pas elle n'est pas dans l'attitude, dans le comportement d'aller consommer. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a des disparités par secteur. Les disparités, c'est qu'on a surtout des grosses évolutions sur la grande distribution avec les besoins de nécessité. Et les secteurs tech, comme on l'a vu avec l'imprimante, où les gens se sont jetés dessus dès que le confinement a été annoncé. Donc là, on a vraiment des pics. Et à l'inverse, on a d'autres secteurs comme la mode, sur lequel on a des grosses baisses à la fois de conversion et de taux de conversion. Et il y a juste une exception. Alors, si vous êtes dans la cosmétique, c'est plutôt le bon secteur actuellement parce qu'il y a des évolutions du taux de conversion. Mais par contre, il y a une baisse du taux de conversion. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de visiteurs qui achètent moins et pourtant le volume de conversion est plus élevé. Ce qui nous amène au constat, nous, médias, qu'on voit. Le premier constat, c'est de se dire qu'avec une évolution de plus 16% de trafic sur Internet, votre audience, elle est là, elle est présente sur Internet et vous pouvez la capter. Elle est disponible pour ce que vous avez à leur dire en termes de marque, en termes de valeur, mais aussi en termes de messages publicitaires. Et le troisième axe, c'est aussi de se dire que comme ils ont le temps, ils vont être gourmands en contenu. Donc, ce que vous allez leur donner en contenu vidéo, en contenu sur votre entreprise, sur tous vos process, ils vont vouloir le consommer parce que c'est ce qui va les intéresser. Deuxième point, et ça, nous, on le voit sur les comportements des utilisateurs, sur les campagnes médias. Nous, ce qu'on a vu, c'est des baisses de coûts d'acquisition de trafic des internautes. C'est-à-dire que, par exemple, sur Google Ads, on voit que le coût par clic est moins élevé que ce qu'il n'était avant le Covid. Donc, ce qui veut dire que les coûts d'entrée sont plus bas aujourd'hui pour rentrer dans certains médias publicitaires. Et troisième point, c'est la situation actuelle qui va impliquer que le comportement des utilisateurs, il va être plus axé sur votre marque, vos valeurs et ce que vous avez à leur raconter plutôt que d'aller chercher de la performance et de les faire vendre aujourd'hui. Donc, ça va être plutôt les axes de communication qu'il va falloir avoir à date, plus axé sur la marque et votre notoriété et vos valeurs. Ce qui nous amène à nos postulats pour vos marques. Et l'idée, c'est de repenser aujourd'hui votre marque à l'heure du Covid-19. Alors, on s'est axé sur 5 points. Le premier point, c'est de se dire que les comportements de consommation, ils sont changeants. L'exemple type du comportement qui a changé, c'est la consultation médicale. Il y a encore un mois, on n'aurait jamais pensé consulter son médecin via visio. Via la visioconférence, aujourd'hui, ça paraît normal parce que c'est un besoin de nécessité et ça fait avancer les comportements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on parle de proximité. Et là, on va parler de proximité digitale. On a beau être dans un environnement où on est enfermé chez soi, on n'a jamais eu autant besoin de communiquer avec les autres. Et l'exemple type, c'est là aussi avoir ce type de webinar et avoir plus de 70 personnes qui sont présentes, avoir aussi des évolutions sur des outils comme Zoom, comme Slack, qui ont vu plus de 20% d'évolution d'utilisation sur leurs outils. Donc, il y a un vrai besoin de proximité digitale. Troisième point, c'est un positionnement, et ça on l'a dit avant, de marque qui va être ancré sur les valeurs, ou ce que vous êtes, et vraiment le cœur de votre marque. Et là, pour exemple, il y a une étude qui est sortie Avas Chine. En tout cas, moi, j'ai vu quelques chiffres, je n'ai pas vu l'étude au complet. Mais on le voit déjà, en tout cas en Chine, il y a déjà un changement de comportement de la population chinoise qui déjà déclare qu'elle souhaite consommer des produits dont elle est proche au niveau des valeurs. Donc, cette notion de valeur de vos produits, de vos services va être très importante sur ce post-Covid. Et quatrième point et cinquième point qui vont se rejoindre, c'est de se dire que les nouveaux points de contact pour les marques, ils ont changé et qu'auparavant, on avait la possibilité d'aller dans une boutique pour discuter avec un vendeur sur un produit ou un service. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Et le digital va être le point principal de connexion avec une marque. Et ce passage justement d'un environnement qui était offline-online à du 100% online veut aussi dire que d'un point de vue de réflexion de votre marque, que ce soit à partir du moment où vous parlez de votre marque, de vos valeurs, jusqu'à la vente de votre produit, il y a une réflexion qu'il va falloir avoir qui va être axée sur le digital.
Du coup, on a un petit peu planté pour vous le décor en fait de ces changements. Ces changements, ils sont hyper importants à prendre en compte parce qu'elles vous obligent à revoir votre stratégie que vous vous étiez peut-être fixée en décembre ou janvier lors de la nouvelle année. Vous devez, dans votre stratégie, que ce soit marketing, commercial ou communication, prendre en compte ces changements de paradigme et ajuster votre plan d'action et vos objectifs en fonction de ça. Et cette capacité d'adaptation que vous allez avoir va faire réellement la différence sur votre marché par la suite. Donc, assez rapidement, on va parcourir un petit peu le plan d'action à la fois très orienté BizDev et ensuite communication. C'est articulé autour de 4 à peu près 8 points en tout. Et puis, on va revenir sur chaque point et le développer dans un second temps. Donc effectivement, du coup, quand en fait on est face à des difficultés ou quand voilà, tout va mal ou en tout cas qu'il y a un certain tangage, il faut savoir prendre la hauteur, réfléchir différemment, questionner. Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui, tester, questionner. L'idée là, c'est pas forcément de tout remettre en cause en fait. On a eu effectivement du coup du tangage, mais c'est vraiment de regarder plutôt votre activité, votre entreprise sous un nouvel angle, se poser des questions, se poser les bonnes questions et être prêt à bouger. Donc, on abordera en fait 4 points. Effectivement, premier point essentiel, c'est que là, après 5 semaines, on va dire, de confinement ou d'activité en fait remodelée, c'est déjà de regarder et d'évaluer en quoi la crise a impacté et cette période a impacter votre entreprise et votre activité, bien sûr, de l'analyser, d'expérimenter, pourquoi pas, des nouvelles choses pour justement en fait se préparer à sortir, réaffirmer votre proposition de valeur, être bien sûr et bien ancré, et puis du coup préparer votre sortie, votre rentrée, chacun le prend sous l'angle qu'il souhaite, et sous la revue de votre plan d'action et peut-être de nouveaux outils. En tout cas, vous assurez que vous avez les bons outils pour revenir sur le marché ou pour continuer à évoluer sur le marché, dans le nouveau paradigme. Sur la partie communication, je complète. Le pari actuel, c'est tout d'abord de réussir sa communication de crise. Réussir sa communication de crise, ça veut dire arriver à rassurer, à prendre la parole en toute transparence auprès de tout votre écosystème. Bien sûr, vos clients et vos prospects, c'est à eux que vous pensez en premier, mais aussi à vos employés, vos partenaires, vos sous-traitants, vos fournisseurs. C'est tout cet écosystème qui doit avoir confiance en vous, en votre capacité à vous renouveler et et à affronter cette période un petit peu difficile. Vous devez donner confiance pour traverser cette période. Et c'est comme ça qu'on réussit une communication de crise. Ensuite, c'est aussi travailler donc sa visibilité, la visibilité de sa marque en termes de forme, mais sa visibilité aussi digitale en multipliant les dispositifs sur lesquels vous êtes présent et être là où vos consommateurs sont présents. C'est aussi faire un petit peu le pari pour une fois d'avoir une vision à long terme. Je sais que par exemple, pour tous les créateurs de projets, les startups, etc., on a souvent des visions à court terme et on a envie de résultats très rapidement. Pour autant, là, pour une fois, la situation se prête à voir à long terme. Et travailler sa marque, travailler ses outils, ça permet d'augmenter les actifs de votre entreprise et par exemple, dans le cadre d'une levée de fonds demain, de permettre une meilleure valorisation. Vous pouvez aussi profiter de cette période pour créer de l'engagement avec votre communauté, c'est-à-dire être dans l'échange. On le dira beaucoup qu'il faut être dans l'échange, dans le partage. Ça permet aussi de fidéliser vos clients historiques ou votre communauté historique. Et enfin, on essaiera de se dire, OK, on a une super exposition, on a une super disponibilité des personnes à l'heure actuelle, beaucoup d'intérêts qui se manifestent. Comment, grâce à ça, on identifie des prospects qu'on pourra réactiver par la suite si ce n'est pas le moment de le faire actuellement. Donc, avant de rentrer dans on va dire la mise en place, on vous conseille tous de prendre le temps du recul, prendre le recul nécessaire sur votre activité, sur votre marché, sur votre offre, les dispositifs que vous avez mis en place. Essayez d'analyser de façon objective ce qu'il se passe pour essayer de vraiment trouver les axes de différenciation et de développement qui vont être stratégiques pour votre business et votre secteur d'activité.
Donc oui, en effet, du coup, on l'a vu déjà, on le voit dans la société, enfin, toutes les actions qui sont mises en place pour organiser notre société dans le contexte actuel. En fait, ça a vraiment, le bouleversement qu'a apporté la pandémie a créé tout un champ d'expérimentation dans plein de domaines. Dans le sanitaire, on l'a vu, le sanitaire, médico-social, au niveau de la société, dans les pratiques de télétravail, économiquement. Et en fait, il est peut-être intéressant, mais même incontournable, de faire ce même champ d'expérimentation et en tout cas cette même prise de recul et de transformation au niveau en fait micro de votre activité et de votre entreprise. Donc c'est peut-être l'occasion, et de toute façon c'est essentiel en fait de vous assurer finalement de regarder avec ce recul, donc sur ces 5 semaines, que vous ayez mis en place des actions ou que vous ayez suspendu votre activité selon le contexte et selon votre état d'esprit d'entrepreneur, on y revient. Il faut maintenant quand même agir et il faut vous assurer en fait que le champ d'application, votre champ en fait, votre domaine de marche de votre entreprise et de votre activité, en quoi il a été impacté par la crise et est-ce qu'il est toujours en ligne finalement avec ce nouveau paradigme. Donc, c'est le temps d'analyser, voire d'expérimenter et de donc réfléchir à votre champ d'opération et à votre marché. Donc, c'est en fait de conduire un premier audit finalement de votre activité en le mettant en résonance avec l'impact de la crise. Donc, dans votre domaine, vous pouvez vous poser la question, par exemple, de ce qui s'est passé au niveau de la concurrence. Comment vos concurrents, en fait, communiquent ou ont communiqué. Quelles actions spécifiques dans cette période ils ont mis en place? Est-ce qu'ils ont fait pivoter leur offre? Donc vraiment, en fait, déployer votre veille concurrentielle, en tout cas vos outils de veille concurrentielle. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être l'occasion d'en mettre en place parce que la veille concurrentielle, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait faire très, très régulièrement. En fait, regarder systématiquement ses concurrents pour innover, quelquefois pour se rassurer, quelquefois pour bouger, pour se différencier surtout. Et en fait, donc c'est l'occasion là dans cette période d'analyse, en fait, donc de regarder ce que fait ou ce que font vos concurrents. C'est également l'occasion, et du coup, on en a parlé juste avant, en fait, de regarder aussi comment se sont comportés vos clients. Est-ce qu'ils ont arrêté d'acheter vos produits et vos services? Est-ce qu'ils vous ont sollicité? Est-ce qu'ils ont adapté justement des nouvelles formes de consommation? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est conjoncturel? En fait, vous avez plein de moyens, et on l'a vu précédemment, de pouvoir les écouter. Et dans cette période où on est tous justement en temps suspendu, isolés, où les réseaux sociaux, donc effectivement, font beaucoup de bruit, finalement, il se passe beaucoup de choses, c'est l'occasion en fait d'aller écouter et de voir et de cerner l'évolution de leur comportement et voir en quoi ça va avoir un impact sur votre relation client. C'est aussi l'occasion, alors selon le business évidemment sur lequel vous êtes, mais aussi vous pouvez écouter vos clients par téléphone. Moi, j'ai eu pas mal de mes clients par téléphone pour en fait prendre le pouls de la situation, voir comment ils se comportaient. Et puis également, il y a un troisième axe dans l'audit, c'est aussi d'analyser avec quels acteurs de votre écosystème, que ce soit des partenaires, que ce soit des co-traitants, avec qui vous avez interagi, sur quel sujet et avec quels résultats. Parce que ça, c'est aussi un enseignement assez clé, c'est-à-dire que les partenaires, ou en tout cas les personnes avec lesquelles vous avez interagi pendant cette période si particulière, soit pour s'écouter mutuellement, soit pour mettre en place des actions communes, peut-être qu'il y a des choses qui pourront perdurer, ou en tout cas des choses et des enseignements intéressants à prendre pour la suite et pour pouvoir justement peut-être, et on en parlera tout à l'heure, repartir mieux, de façon plus efficace à la rentrée. Voilà sur la partie audit. L'idée là de cet audit-là, c'est finalement à l'aune de tous les éléments que vous aurez récoltés, c'est de les analyser et de les mettre donc en résonance avec votre business model. Et vous posez la question de savoir si en fait
votre bateau a complètement tangué et est-ce qu'il faut que vous, en fait, vous le dirigiez dans une autre direction, ou est-ce que vous avez pris finalement, est-ce que ça a été aussi l'occasion d'un enrichissement pour pouvoir avancer sur d'autres segments de clients, par exemple. Donc tout ça en fait est d'établir en fait des scénarios de sortie. Finalement, l'idée, encore une fois, ce que je vous disais au tout début, c'est pas de tout changer. L'idée là, c'est pas de faire un 360 du business model. C'est juste d'ajuster par rapport aux consommateurs, à vos clients qui sont en B2B ou en B2C, à vos concurrents, et puis également, si vous avez trouvé des nouveaux partenaires, à pouvoir avancer avec eux. Effectivement, un élément très important, finalement, une fois qu'on a fait cette audit, cette auto-analyse, c'est aussi, alors si dans l'audit et dans l'auto-analyse, quelque chose d'assez intéressant, c'est aussi d'aller tester. C'est une période qui est propice à l'expérimentation, c'est-à-dire que justement, pour faire pivoter votre offre, ou en tout cas tester, on n'a jamais l'occasion, pendant qu'on est le nez dans le guidon toute l'année, en fait, finalement, de tester des nouvelles offres ou sur des nouveaux segments clients. C'est peut-être l'opportunité pour vous, justement, de faire des tests marché, grandeur nature, avec des nouveaux clients ou vos clients actuels pour tester, en fait, des évolutions d'offres. Première chose, effectivement, donc une fois qu'on a fait tout ça et qu'on qu'on a vu ce qu'on devait ajuster ou en quoi on pouvait évoluer ou pas, en fait, c'est l'occasion finalement de réaffirmer sa proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que c'est que la proposition de valeur? En fait, on la confond souvent avec l'offre de produits et services. Non, la proposition de valeur, c'est vraiment le sens finalement de la présence de votre entreprise sur le marché. C'est-à-dire, c'est vraiment qu'est-ce qui vous différencie sur le marché, quel est le problème que résout votre entreprise, votre activité, pour quel bénéfice client et qu'est-ce qui vous rend lisible sur le marché et différent de vos concurrents. De la même manière, je vous invite à aller regarder, en fait, si vous n'en avez jamais pris connaissance, en fait, la petite vidéo sur le cercle d'or par Simon Sinek, qui en fait justement explique cet enjeu, en fait, de bien se poser la question du pourquoi mon entreprise sur le marché, et qui fait en fait le succès de pas mal d'entreprises. Deux exercices pratico-pratiques que vous pouvez faire justement pour réaffirmer cette proposition de valeur et bien ancrer en fait votre présence sur le marché pour ensuite dérouler votre plan d'action. C'est finalement justement dans ce contexte actuel, où est-ce que votre entreprise ou votre activité a eu de la valeur? Se poser cette question-là. Et puis, cas pratique numéro 2 qu'on fait souvent en formation, c'est le cas pratique du pitch commercial. Finalement, c'est en une seule phrase ou en 2 phrases, en tout cas en quelques mots, faire comprendre la raison d'être de son entreprise, c'est-à-dire ce qu'on fait souvent en termes de pitch commercial. Et puis, ça peut être votre baseline, si vous en avez une. Donc, c'est vraiment d'expliquer en 2-3 mots la force et la valeur et la proposition de valeur de votre entreprise. Et pour compléter, une fois que vous avez bien l'ancrage de votre entreprise, le pourquoi votre entreprise est sur le marché et pour quelle valeur sur le marché, c'est de vous reposer actuellement la question ou la redéfinition de vos cibles clients, qu'elles soient multiples, et en tout cas de les segmenter pour justement pouvoir établir par la suite, est-ce qu'on va voir, que ce soit en termes de communication ou en termes de plan d'action commercial, un discours adapté et des actions adaptées à chacun de vos segments clients pour que ça soit plus efficace pour la transformation. Du coup, j'en viens donc dans la partie audit. Donc, quand vous avez bien analysé sur l'aspect stratégique et analyser votre marché, vous allez peut-être adapter un petit peu votre identité de marque à ces changements. Donc, vous allez peut-être travailler des questionnaires de satisfaction client, regarder un peu plus vos avis, les avis que peuvent avoir les clients sur votre marque, sur votre produit, peut-être faire des audits web marketing, regarder un petit peu la e-réputation que vous avez, ce que se dit sur les réseaux sociaux sur vous.
quelle est votre stratégie SEO. Voilà, c'est le moment un petit peu de mettre à plat tous les leviers que vous avez en route, les auditer par rapport à la fois à leur cohérence par rapport à votre marque et par rapport à votre marché, vos cibles, et aussi la performance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ces parties pris stratégiques. Et donc, une fois que vous avez fait vraiment ce travail d'audit, ça vous permettra de prendre des mesures, on va dire, correctives, peut-être de vos supports actuels, ou de peut-être se dire qu'il vous manque certains éléments de votre dispositif, dans votre dispositif. Peut-être que votre site Internet doit intégrer une partie e-commerce ou une partie blog. C'est peut-être le moment de travailler des actions de relations presse, de revoir un petit peu quelles sont vos stratégies d'acquisition, comment vous dépensez vos budgets publicitaires, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui l'est moins, pour faire toutes les réadaptations techniques qui collent au marché actuel et au nouveau comportement du consommateur et les enjeux stratégiques vers lesquels vous voulez aller. Justement, dans cette communication en fait actuelle, je pense que tous, vous avez essayé en tout cas de prendre la parole d'une certaine façon. En tout cas, je vous encourage à le faire si ce n'est pas encore fait. Et je pense que cette communication de crise va devoir perdurer même après le 11 mai, puisque, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le déconfinement va être progressif. Donc, c'est important d'être très transparent et très clair avec vos consommateurs. Leur dire qu'ils trouvent facilement l'information de si vous êtes ouvert ou fermé, si vous avez adapté votre façon de travailler, vos horaires d'ouverture, est-ce que vous pouvez avoir des retards de livraison qui sont dus à la poste ou même des retards de fabrication parce qu'il vous manque certaines matières premières, par exemple. En tout cas, communiquez le plus possible pour éviter toute déception pour vos consommateurs et montrer si vous êtes actif que vous l'êtes. Donc, ça peut être sur la homepage de votre site internet si vous avez un petit slider ou l'apparition d'une pop-up, un petit bandeau. Donner l'info sur Google My Business, très important. Google My Business, mettez-le bien à jour, c'est votre référencement Google. Vous avez une belle visibilité souvent dessus et les personnes vont chercher de l'information dessus. Vous pouvez aussi communiquer sur vos réseaux sociaux, mettre de temps en temps une story qui indique un petit peu où vous en êtes de votre situation. Ça peut être aussi une photo de couverture sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire des campagnes d'email pour tenir, par exemple, informer en temps réel vos utilisateurs de là où vous en êtes. Vous pouvez mettre un petit mot dans vos signatures de mail. Ça peut être aussi quelque chose qui peut, notamment en B2B, la signature de mail, ça vous permet de transmettre certains messages. Donc, sur cet écran, vous voyez un petit peu les différents exemples. Donc, Google My Business, en haut à gauche, ils ont prévu vraiment un emplacement dédié au Covid-19 qui vous permet vraiment d'avoir un message clair et transparent et facilement visible, en tout cas sur votre page. En deuxième, c'est l'exemple d'un centre commercial qui tient informé de ses horaires jour après jour ses consommateurs qui souhaitent accéder notamment à l'hypermarché ou à la pharmacie. Bulltop, c'est un des clients de la collab. Ce sont des showrooms qui présentent des cuisines. Donc forcément, ils sont fermés au public, mais tous les showrooms sont en télétravail. Et donc, c'est important de communiquer sur leur capacité qu'ils ont à pouvoir continuer leur activité au-delà d'une autre façon que ce qu'ils peuvent faire d'habitude. Donc là, c'est une photo de couverture sur les réseaux sociaux. Et enfin, le slip français, c'était la petite communication sur les délais de livraison qui ont été mis dans un petit bandeau directement sur la homepage pour que ce soit, pour voilà, lever tous les freins possibles par rapport à un acte d'achat éventuel. Dans cette communication, à l'instant T, aujourd'hui, sur quoi vous pouvez communiquer, bien sûr, c'est toutes les actions que vous avez menées, des actions de solidarité, d'entraide, par exemple, que vous avez pu mener avec votre activité. Je sais que certains d'entre vous qui sont connectés l'ont fait, je l'ai vu. Ça peut être aussi des actions qui ont été faites par vos fournisseurs, vos partenaires, que vous pouvez relayer. Peut-être des associations locales dans lesquelles certains de vos employés ou vous-même vous êtes impliqués. Vous pouvez aussi communiquer sur toutes les barrières de protection, les barrières sanitaires que vous avez mis en place pour rassurer sur les dispositifs et notamment après le confinement, lorsque ceux d'entre vous qui ont des boutiques et des points de vente physiques, pour rassurer les personnes qu'elles peuvent bien venir et qu'elles seront protégées.
Ensuite, actuellement, on vous recommande d'avoir du contenu utile, du contenu à forte valeur ajoutée. Il faut que ce soit du contenu qui colle aussi avec qui vous êtes, avec votre ADN de marque, avec votre marché, avec les attentes de vos consommateurs. Alors, ce n'est pas la peine de partager un cours de sport, de yoga, si vous n'avez rien à voir avec le yoga et si vous n'avez jamais pris la parole sur ça. Il ne faut pas non plus être trop opportuniste. Mais quand ça colle avec votre secteur, par exemple Burger King qui vous apprend à faire son Whopper, les ingrédients du Whopper pour le faire chez vous, ça a un peu plus de contenu. C'est un contenu à plus forte valeur ajoutée. Dans ces contenus-là aussi, on va chercher beaucoup à être dans l'affinitaire, dans l'émotionnel. On a envie de messages de soutien, de messages d'amour assez authentiques. Ça peut être aussi des messages humoristiques parce qu'on a envie de sortir aussi de cette sinistrose, c'est un petit peu pesant. Donc, il faut permettre aussi aux gens de pouvoir s'évader et rester positif sur la suite pour donner confiance en votre marque et en vos produits. La clé, c'est l'échange, je le disais tout à l'heure. Donc, sur les réseaux sociaux, plus que jamais, pensez à modérer. Modérer en posant des questions, en argumentant et en ouvrant sur des conversations. Je te laisse la parole, Olivia. Tu as le micro, n'oublie pas. Ici, l'idée, c'est de vous donner un panel de leviers de leviers digitaux qui vont vous servir à pousser votre communication. Donc, on les a séparés en deux parties. On va avoir les médias dits organiques et les médias payants. Les médias organiques, c'est ce qui va naturellement faire monter soit une communauté, le volume de personnes qui vont être intéressées par vos produits et services, et ils sont gratuits. Et l'autre partie de médias qu'on verra sont les médias payants. Sur les médias organiques, l'idée, c'est de développer la notoriété de votre marque. On vous a présenté donc là trois leviers. On va avoir Facebook, Instagram et LinkedIn qui vont être très complémentaires les uns avec les autres et qui ont des fonctionnalités différentes. C'est-à-dire que sur un Facebook, on va vraiment construire sa communauté autour de sa marque et de l'intérêt de sa marque et des valeurs de sa marque. Et l'idée aussi, c'est qu'avec plus de 35 millions d'utilisateurs sur Facebook, votre audience, vous allez la trouver. Et les gens qui sont intéressés par vos produits, vos valeurs, vous pourrez les trouver et créer une communauté. Le deuxième média, on va être sur Instagram qui, lui, va être complémentaire. D'ailleurs, Instagram appartient à Facebook. Donc, au niveau de plateforme, etc., c'est assez simple d'utilisation et c'est très complémentaire. Et l'idée avec Instagram, c'est plutôt dans l'idée de partager des courts moments de vie. Alors, c'est des moments de vie qui peuvent être personnels ou professionnels et dans la vie de votre entreprise, à travers des images, à travers des vidéos, à travers des petits posts un peu rigolos, etc. Donc, on va pouvoir aussi avoir une communication qui va être plus, entre guillemets, légère, plus dans le quotidien des gens. Et ça va être un rapport un peu différent sur ce média-là. Et là encore, avec 17 millions d'utilisateurs, vous avez la capacité de toucher les utilisateurs. Et le dernier levier, ça va être LinkedIn. Alors, juste sur la partie LinkedIn, l'idée, c'est de partager avec une communauté professionnelle. Donc là, pour les entreprises B2B, mais sur un autre axe aussi, c'est aussi de se dire que LinkedIn, quand vous êtes une entreprise, va aussi vous aider à mettre en avant votre entreprise aussi pour recruter les futurs salariés de votre entreprise. Peut-être que toi, Aurélie, tu vas ajouter un point sur LinkedIn parce que c'est plus le levier que toi, tu vas utiliser avec en B2B, en fait, merci. Du coup, comme ça, j'y reviendrai pas après. Effectivement, il est intéressant, effectivement, en faisant le lien sur l'utilisation de LinkedIn au service de la communication et de l'identité de marque, effectivement, de l'entreprise dans une démarche de recrutement, d'utiliser aussi LinkedIn comme un levier de développement commercial très efficace. Alors, dans l'absolu, c'est vrai, dans la vraie vie, on va dire, et actuellement, c'est effectivement un outil, donc, comme tu viens de le dire, qui est en termes de communication entreprise, qui est clé, ou en tout cas qui peut vraiment avoir une bonne portée. Mais en termes commercial, c'est aussi un excellent outil, et notamment, se pose beaucoup la question actuellement de la prospection commerciale. Est-ce que je dois prospecter? Comment? Est-ce que je dois vendre même? Bon, peut-être on sera amené à en reparler tout à l'heure, mais en tout cas sur la prospection, LinkedIn en fait permet une entrée en relation très personnalisée
soit effectivement de diffuser du contenu en fait qui est cohérent avec son domaine d'activité, donc finalement de se mettre en visibilité et finalement de parler de sa marque et de son offre, mais également, je vais plutôt vous donner un exemple très concret, ce sera beaucoup plus parlant. Un ami à moi me demande, donc qui est sur des solutions informatiques ou des solutions, des logiciels, me demande, en fait, il est en B2B2B. Donc, en fait, il n'a jamais accès à ses clients finaux. Et finalement, il me dit, mais moi, je voudrais y avoir accès. Et en fait, dans la vraie vie, bah, je ne prends jamais le temps de les appeler, ces clients, puis je ne sais pas comment les appeler. Et je lui dis, bah, en fait, c'est l'occasion, justement, par LinkedIn, de finalement, dans cette période un peu calme, entre guillemets, finalement, de les contacter sur cette opportunité, en fait, de période un peu inédite, pour leur dire, bah, prenons le temps, nous ne sommes jamais, donc il a un intermédiaire qui vend ses produits, prenons le temps d'échanger pour que en fait, vous utilisez nos solutions, prenons le temps d'échanger pour que vous fassiez un feedback sur les solutions mises en place et que nous produisons. Puis je lui dis, c'est peut-être l'occasion en fait que tu… Et lui me dit non, et c'est peut-être effectivement très intéressant pour améliorer, pour le process qualité, mais aussi pour que je leur parle des nouvelles fonctionnalités et peut-être finalement de les embarquer en fait sur de l'upselling en fait et de leur vendre des nouvelles fonctionnalités sur la solution. Voilà. Et sur la partie payante, donc médias payants, on va être sur des leviers que nous on appelle intentionnistes ou héroïstes. Intentionniste parce que l'utilisateur, au moment où il va les utiliser, que ce soit du Google Ads, Google Shopping ou du YouTube, il va déjà être dans un état d'esprit où il est dans l'état d'esprit où je connais la marque, je l'ai déjà visitée et je peux me permettre de la comparer à d'autres. Donc, au niveau du parcours, ce qu'on appelle le parcours client, il est déjà beaucoup plus avancé. Sur la partie Google Ads, l'idée, c'est que on a un internaute qui a tapé dans un moteur de recherche une requête particulière et du coup, on va capter son intention. Son intention qui va être très précise. Il va rechercher quelque chose de très précis. Donc, au moment où il va cliquer, il va falloir le capter avec une landing page qui va être intéressante pour le pousser au bout de ce parcours client qui peut être un lead, une vente, etc., etc. Sur la partie Google Shopping, alors là, on est vraiment sur la partie héroïste. L'idée, c'est de générer du chiffre d'affaires. On met en ligne son catalogue produit pour que les personnes achètent directement sur la plateforme Google Shopping. Donc là, on est vraiment sur la partie chiffre d'affaires. Sauf qu'avec cette période, nous, la vision qu'on a, c'est aussi de le voir un peu différemment. Toujours avec ce premier objectif de générer du chiffre d'affaires, mais il y a aussi un objectif de secondaire qui va être plutôt de notoriété et de dire finalement à vos prospects et clients, nous sommes présents, nous avons les produits, nous pouvons vous les livrer, soit les délais de livraison sont plus lents, mais on est présent. Donc poursuivre cette communication, si vous l'avez déjà, c'est intéressant et la débuter encore là, c'est aussi intéressant. Et juste un point, parce que c'est une news qui est sortie il y a à peine 3 jours. Google Shopping va être gratuit. Alors, d'abord aux États-Unis, puis fin d'année en France. Alors, pas sur sa totalité, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par Google Shopping, moi, je vous invite à aller regarder ce qui s'y passe parce qu'il va y avoir un vrai changement de business autour de Google Shopping et ça peut vraiment être intéressant sur la partie, sur les personnes qui ont plutôt des sites e-commerce. Et puis, le dernier levier payant qu'on voulait vous présenter, c'est YouTube. YouTube, pourquoi? Parce que il a une audience de plus de 21 millions d'utilisateurs. Donc là aussi, votre audience, vous la toucherez. Et puis, c'est un média qui va permettre de augmenter votre notoriété et aussi l'engagement des internautes. Pourquoi l'engagement? Parce que le format que vous allez avoir avec un outil comme YouTube, c'est la vidéo. Et au lieu d'avoir un post que les gens vont lire sur 2-3 secondes, là, vous avez 30 secondes pour parler de votre marque, de vos valeurs, de vos produits, de votre société. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir du temps pour parler de qui vous êtes. Et en cette période où les gens ont du temps, c'est vraiment intéressant de l'utiliser. Et autre point qui nous paraît important, cette période-là, on le voit par l'augmentation du trafic que vous avez naturellement sur vos sites, aussi par les médias que vous devez utiliser si vous le poursuivez, mais aussi par les formulaires de contenu, l'inbound marketing, votre site web, les régies publicitaires. Tout ça, c'est des sources d'informations que vous avez sur vos futurs prospects. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce qu'on appelle, nous, la collecte de data, c'est une personne qui va rentrer physiquement dans un magasin, sauf que quand elle rentre, elle va laisser une trace.
Et cette trace, c'est toute l'information qu'elle va vous donner. C'est où est-ce qu'elle habite, est-ce que c'est un homme ou une femme, quel âge elle a, est-ce qu'elle a des enfants, quels sont les contenus qu'elle va utiliser. Et tout ça, c'est la data analytics qui va vous permettre de l'utiliser. Et vraiment, l'idée de se dire aujourd'hui, c'est on n'a jamais eu autant de monde sur Internet. Votre audience, elle est là et vous avez de l'information à capter. Et cette information, c'est des informations de prospects que vous pourrez aussi retoucher en tant que client plus tard avec des messages qui vont être un peu différents. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, et s'il y a une chose à retenir, en tout cas sur la partie digitale, nous, ce qu'on recommande, c'est Google Analytics. Mettez un pixel Analytics sur votre site si vous l'avez déjà, parce que ça va être toute votre base de données prospects que vous pourrez retransformer, enfin transformer via du remarketing après cette période de confinement. Et puis pour terminer sur cette partie digitale, c'est de se dire que le digital, c'est très bien de le mettre en place, mais c'est encore mieux de le mesurer pour savoir si les actions que vous mettez en place, que ce soit un post Facebook sur de l'organique ou du payant, de l'Instagram, du LinkedIn, etc., c'est transparent et rentable. Et c'est ce que nous, dans le jargon digital, on appelle des KPI, des mesures clés de performance. Donc là, on vous les a mis par levier. C'est des indicateurs qui vont vous permettre de dire est-ce que la communication que j'ai aujourd'hui, est-ce que les posts, les messages que je propose aujourd'hui sont pertinents? Est-ce que ça parle à mon audience? Et si oui, vous allez en voir les résultats. Donc, vous allez peut-être faire vos premiers posts. Ça va être un peu comme une année zéro, une année de base. Et après, en fonction des posts que vous allez vous faire, vous allez voir si vous allez faire mieux, moins bien. Et c'est ce qui vous permettra de réajuster votre communication en fonction des leviers que vous avez. Donc moi, je vous invite à utiliser ces indicateurs qui sont des indicateurs prioritaires et après, plus vous apprendrez, plus vous approfondirez cette partie-là. Mais c'est déjà une bonne base de commencement pour évaluer la rentabilité de vos médias. Juste une petite parenthèse, on accélère un petit peu parce que le temps tourne, mais sachez que vous pouvez, je vous ai mis un petit message au tout début de la conversation, si vous voulez récupérer les slides en PDF pour que ce soit plus pratique pour vous par la suite de retravailler et récupérer tous ces KPI, c'est possible, il suffit juste de nous envoyer un petit mail. Voilà. Je relaisse la parole à Aurélie sur la dernière partie. Et je vais faire rapide. L'idée là, surtout, c'est finalement de se mettre en mode, donc on l'a vu, de tester, d'expérimenter, de revoir, d'auditer, de se mettre en mode finalement comme une rentrée des classes ou comme un lancement d'activité ou un lancement de nouveaux commerces. Finalement, vous pouvez prendre l'opportunité là de ce temps suspendu en vol pour en fait vous mettre comme si vous lanciez pour la première fois votre activité. Avec du coup, l'avantage, c'est qu'on ne perd pas de zéro et qu'il y a plein d'outils en fait qui sont disponibles. Et du coup, surtout, l'élément clé, c'est en fait, c'est pas le 11 mai, entre guillemets, que vous allez vous poser la question de votre plan d'action. Donc, d'ores et déjà, c'est maintenant qu'il faut que vous posiez la question de ce plan d'action. Si vous avez une base prospect, une base client déjà établie, sur laquelle voilà, vous n'avez pas trop travaillé actuellement, puisque le développement commercial était un peu suspendu, c'est de vous replonger dans cette base prospect et client pour voir, en fait, pour chacun de ces clients ou de ces prospects, qu'est-ce que vous allez lui dire, comment vous allez le recontacter. Soit pour vendre, soit pour de la relation client. La relation client, c'est de toute façon un prérequis à la vente. Donc, c'est vraiment de la surface relationnelle. Donc, de reprendre contact avec vos clients, vos prospects, et donc avec vos clients, peut-être avec une offre spéciale ou avec un test, on l'a vu tout à l'heure, une nouvelle offre que vous voulez expérimenter, ou ne serait-ce qu'un appel de courtoisie, ce que j'appelle moi les appels de courtoisie. Voilà, que s'est-il passé? Comment allez-vous? Qu'avez-vous modifié? Est-ce qu'on garde contact, etc. Les prospects, de la même manière, c'est trouver un angle d'attaque différent. Et c'est peut-être pas pour vendre immédiatement, mais c'est pour établir de la relation. Et donc, on l'a vu avec tout, en fait, tous les leviers et tous les outils qui sont disponibles, notamment sur le digital. Mais le téléphone aussi est quelque chose d'assez significatif, surtout efficace. Le site internet, on l'a vu. Et puis, vraiment, se projeter au jour J. Par qui allez-vous commencer? Pour quel objectif et avec quel discours?
Voilà, je vais très vite et puis surtout, en fait, de vous reposer sur votre feuille de route. L'idée, encore une fois, c'est pas de tout remettre en cause. C'est pas forcément de revoir vos objectifs, mais voilà, de refaire un screen. Est-ce que votre trou est bien rempli? Est-ce que j'ai les bons objectifs, les bons indicateurs commerciaux, mon chiffre d'affaires, mon taux de transformation? Et vraiment, en fait, se poser la question sur son organisation commerciale aussi, combien de temps je veux allouer à mon développement commercial, notamment dans les premières semaines où je retourne sur le marché. En termes de boîte à outils, pour faire très vite, l'idée, c'est pas de… Donc, votre boîte à outils, vous l'avez. En fait, c'est donc se poser la question, effectivement, les réseaux sociaux, on l'a vu, et notamment LinkedIn ou Facebook, si vous êtes plutôt en B2C, effectivement, comment je les utilise et comment je peux mieux les utiliser. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est aussi en termes de support digital de vente, finalement, voilà, on l'a vu, le digital, c'est quelque chose qui va… qui est déjà en train de monter, qui est présent, mais pourquoi pas repenser en fait vos supports de vente plutôt que d'avoir des supports papier, d'envoyer toujours des choses par mail, d'avoir des choses un peu plus interactives avec vos clients. Et puis en termes, je vous dis, de distribution, vraiment cette partie partenaire. Moi, j'ai eu plusieurs échanges avec des partenaires sur cette période-là. Ça permet aussi d'innover en termes d'offres, de couplage d'offres de valeur. Et pour la rentrée, aller sur le marché à deux, c'est peut-être un peu plus rassurant. Je propose qu'on poursuive juste sur la partie commerciale avec Stéphanie Devaux qui nous a écrit et qui avait justement en fait des questions assez précises. Donc, je ne sais pas si Stéphanie est là, si vous la voyez, les filles, parmi les participantes, pour lui débloquer son micro. Je ne sais pas si vous la voyez. Si tu peux écrire dans la conversation, Stéphanie, si tu es là. J'ai cliqué. Ouais. Hop, elle est là. Je pense en speaker. Stéphanie, tu peux nous parler? Alors, je vais faire la petite introduction, en tout cas de Stéphanie, de ce que je sais de Stéphanie, le temps qu'on arrive peut-être à débloquer la situation. Du coup, Stéphanie, elle a créé récemment son entreprise. Du coup, elle avait prévu dans son plan d'action de prospecter sur la période mars, avril, mai. Donc, une stratégie commerciale en plein dans le Covid. Et du coup, sa question, c'était je peux certes prospecter par téléphone, mais l'impact est moindre comparé à une visite sur place par rapport à son activité. Donc, par ailleurs, les prospects évoquent de suite la crise économique dès qu'elle essaye de vendre son offre. Du coup, elle se pose la question donc, de comment communiquer, comment continuer à prospecter lors du confinement et en pleine crise économique. Est-ce que, du coup, Aurélie, toi, tu as des éléments de réponse à lui apporter sur cette partie? Comme on le disait précédemment, prospecter, ce n'est pas forcément pour vendre immédiatement. Peut-être qu'effectivement, là, les consommateurs ne savent pas forcément s'ils veulent acheter, voilà, tout le monde est un peu bouleversé, mais prospecter, c'est aussi faire de la relation. Donc, c'est peut-être l'occasion, en fait, finalement, de prendre du contact à travers un test d'offre. C'est-à-dire, au lieu d'appeler pour vendre, en fait, du coup, c'est d'appeler pour tester l'offre, pour en fait établir une relation, prendre justement de la data pour des clients, en fait, tester l'appétence à l'offre, tester aussi effectivement les contre-arguments. Effectivement, c'est si les clients sont réticents, pourquoi? C'est super intéressant d'aller du coup chercher pourquoi les clients n'achèteraient pas actuellement, parce que ça, c'est de super enseignements pour peut-être soit adapter son offre, soit adapter son discours, soit justement rétablir son plan d'action commercial. Et puis peut-être segmenter, parce que tous les clients n'auront pas forcément le même comportement. Après, je ne sais pas sur quelle activité et du coup Stéphanie, donc c'est voilà, ça va être aussi dépendre selon l'offre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si. bon.
j'ai dû switcher au niveau des fenêtres et j'ai perdu toute une partie de votre conversation qui devait répondre en partie à mes questions. Et merci beaucoup de me donner la parole. En fait, je viens de créer mon agence Storia spécialisée en archivage et valorisation du patrimoine, ce qui est vraiment un secteur de niche. Je suis implantée à Toulouse avec un client principal à Paris et l'idée, c'était justement de profiter du lancement de mon activité des 3 premiers mois où je ne travaillais pas encore pour mon client parisien pour vraiment pouvoir développer ma prospection, notamment dans le sud-ouest. Ma société a été immatriculée la première semaine de confinement. Donc, je l'ai pas senti comme un arrêt en plein vol, mais ça a quand même été un vrai frein dans un premier temps. J'y vois aussi beaucoup de positifs parce que ça me permet, en contrepartie, d'avoir peut-être plus de temps pour développer toute ma stratégie de communication, bien prendre en main les réseaux sociaux, enfin tout ce dont vous venez de parler. Mais je me posais cette question vraiment sur certains prospects que j'avais déjà identifiés et contactés un peu en amont de la création de mon entreprise qui avaient peu de budget à m'allouer et qui là me répondent je suis désolée, mais on est en pleine crise économique, etc. Et pour rester encore percutant, ça nous met parfois un peu sur un discours un peu fragile par rapport à tout ça, parce qu'on comprend leur situation étant nous-mêmes aussi en difficulté. Ok, et comme en fait, donc aujourd'hui, donc déjà d'avoir le retour, ce qu'on disait en fait pendant que tu étais déconnecté, l'idée de la prospection, c'est d'établir de collecter de la data, justement, ce dont on a parlé juste avant, et d'établir de la relation client. En fait, des activités où on transformerait au premier rendez-vous avec un taux de transformation à 100%, il y a des pépites comme ça, mais elles ne sont pas toutes. Et en fait, pour moi, il faut que il faut continuer d'avancer, de prendre du contact, en fait, de faire du volume finalement dans la prise de contact, si tant est que ça soit possible sur ton activité de niche, mais de continuer à contacter, pour recueillir justement ces retours par rapport à ce qu'on te dit sur la situation économique. Aujourd'hui, ce n'est pas tant la situation… Peut-être que les moyens ont été effectivement réduits, mais les moyens qui ont été réduits, c'est des moyens de trésorerie. Après, les entreprises, alors notamment là, je ne sais pas si c'est privé ou public, mais l'activité elle va reprendre. En fait, donc c'est peut-être d'établir du contact, de la relation client, de prendre, pourquoi pas, des rendez-vous pour expliquer l'offre sans avoir en fait l'intention de la vendre tout de suite. Et finalement de continuer, il faut que tu continues ta prospection. De toute façon, ton activité, tu veux la lancer. Donc de toute façon, il faut continuer cette prospection, mais plus dans un mode d'établir une relation, un premier contact, et finalement, ça va t'enrichir ta base de données. C'est des gens, en fait, il faut que tu te refixes des points de contact, et que tu fasses un mix de canaux. Pourquoi pas, s'ils sont sur les réseaux sociaux, du LinkedIn, du Facebook ou autre, là où il y a du sens, de les contacter en leur envoyant du contenu. Et en fait, du contenu par rapport à ton domaine d'activité, le bénéfice de ce qu'apporte ta solution, ton offre. Et c'est ça. Et c'est d'établir la surface relationnelle parce que le jour où, en fait, ils auront besoin de ton offre, c'est à toi qu'ils penseront. Donc, effectivement, peut-être que effectivement, ça décale dans le temps, mais néanmoins, à ce temps-là, il faut que tu continues à prospecter. Sinon… Mon objectif actuellement, pour moi, c'est de collecter un maximum de contacts et que ces contacts s'identifient bien comme un acteur du marché. Et pour que toi, demain, quand tu sentiras que ça sera un moment plus opportun, tu puisses facilement, toi, te dire « Ok, je les réactive, ils me connaissent déjà, on a déjà une relation de confiance, ils m'ont aidé à réfléchir, je sais pas, à mon offre, pour ceux qui sont sur le digital, à des fonctionnalités, ils ont contribué d'une certaine façon à mon projet et que tu puisses les réactiver. » Après, sur le sujet du budget, moi, par exemple, typiquement, les budgets je le vis tous les jours, ce que tu vis. C'est-à-dire, la communication, c'est un des premiers budgets qu'on coupe quand on est en période de crise et qu'on est en restriction budgétaire. Alors, bien sûr, à court terme, c'est assez frustrant et on se dit, ok, on va subir une décroissance ou en tout cas une stagnation. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment ceux qui resteront positifs, optimistes et qui verront à long terme, qui pourront sortir le plus rapidement finalement de cette période.
et qui pourront le plus réactiver. Après, est-ce qu'il faut que tu aussi arrives à trouver éventuellement comment tu crées de la valeur pour tes clients? Donc, bien sûr, si ton produit ou ton service permet de créer de la valeur financière, c'est toujours mieux parce qu'à ce moment, on a besoin soit de réduire les coûts, si ton business permet de réduire les coûts d'une entreprise ou de ton client ou d'augmenter ses marges, en gros, ou augmenter ses ventes. Ça, il faut que tu arrives à leur montrer, à leur transmettre pour leur dire que, OK, ils vont investir peut-être 1 euro, mais ils vont en gagner 5, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est jouer aussi sur cette partie-là quand tu es confronté aux problématiques de budget. Peut-être que toi, dans ton modèle économique aussi, revoir la façon dont tu vends ton offre, ton produit, ton service, le paiement en plusieurs fois, hein, le découpage du revenu éventuellement. Dans la question aussi démarchage commercial, dans les questions qui ont été posées, il y a par exemple Colline qui pose la question comment vendre de l'événementiel. Doit-on commencer à contacter les clients dès maintenant ou attendre un peu? Effectivement, je pense que là, actuellement, c'est très compliqué pour les entreprises et toutes les organisations, les associations de se projeter dans l'organisation d'un nouvel événement. Ils sont déjà en train de voir comment ils peuvent décaler celui ou reporter celui qu'ils ont en cours ou le maintenir éventuellement. Donc, effectivement, tu ne peux pas faire du démarchage pour vendre l'événement en tant que tel. L'événementiel, dans la mesure du possible, il y a plein d'articles qui sortent, mais c'est vrai qu'au maximum, essayez de voir comment vous pouvez digitaliser un petit peu votre concept. Ce que vous faisiez en événement physique, pour le coup, je connais le business de Colline. Du coup, comment vous pouvez essayer de le faire en ligne et comment vous pouvez avoir un modèle économique, on va dire, pendant ce laps de temps qui finalement peut-être marchera mieux aussi par la suite ou sera en tout cas deux modèles de revenus différents. Mais en tout cas, essayez de voir comment vous pouvez digitaliser votre offre et plutôt que faire du démarchage commercial pour vendre des concepts d'événements dès à présent, peut-être plus être dans une logique de faire connaître vos offres, créer une relation avec ces gens-là, travailler sur un projet avec eux. Par exemple, faites-les participer à une enquête pour qu'ils donnent leur avis sur les différents ateliers que vous pouvez mettre en place. Ça permet à eux de comprendre ce qu'ils peuvent faire avec vous. Ils ont du temps pour le faire et de vous connaître un peu plus. Et vous, ça vous permet de collecter de l'information sur eux pour être plus pertinent après à la relance. C'est un peu mon avis. Il y a la question aussi qui peut rejoindre, qui est comment créer des partenariats, avec quelle approche, qui a été posée par Julie. Je pense que les partenariats, je pense que c'est la bonne période. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle partenariat, mais pour moi, un partenariat, c'est du gagnant-gagnant, du win-win. Et je pense qu'un bon partenariat, c'est de l'entraide. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie de s'entraider. Donc, moi, je pense que c'est une période très propice au partenariat. Oui, le partenariat, en fait, c'est vraiment de regarder, et ça fait partie là, justement, c'est la bonne période pour se poser la question déjà de qui vous avez eu, ce qu'on disait, avec qui vous avez interagi au-delà de vos clients, dans finalement les professionnels autour de vous, et donc de regarder dans votre écosystème, finalement, les offres ou les valeurs qui peuvent être complémentaires aux vôtres en termes d'offres, de services, et en fait, qui peuvent faire sens. En fait, c'est de regarder un acteur qui a les mêmes clients que vous finalement et avec lequel vous allez pouvoir vous associer pour en fait distribuer ou aller plus vite sur le marché ou en tout cas effectivement faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire finalement chacune des offres va enrichir l'autre. Donc voilà, il faut faire un screen de son écosystème ou des gens avec qui aussi on a des affinités et des valeurs communes en termes d'approche client, hein, c'est très important, c'est pas qu'une question de cohérence d'offres et voilà, et essayer de monter justement des offres qui vont faire la différence, qui a une valeur pour vos clients. Il y avait des questions aussi qui nous avaient été posées par un cri de joie. Alors, je sais qu'elle était là en début de conférence, mais je ne retrouve plus son prénom de nom. Si elle peut nous remettre un petit message dans la conversation pour qu'on puisse y répondre. Olivia, tu avais identifié d'autres questions dans le Q&A? On avait une question sur l'upselling. Moi, j'y ai répondu, mais peut-être si Aurélie veut expliquer ce qu'est l'upselling. On a eu la question.
Ah oui, l'upselling. En fait, donc, il y a l'upselling et le cross-selling. En fait, c'est deux notions. Donc, effectivement, du coup, l'upselling, c'est sur une même offre. Finalement, c'est de vendre cette offre. Sur les applis, vous aviez les applis qui sont en freemium. Vous avez une partie qui est gratuite et puis au fur et à mesure où vous augmentez les fonctionnalités, où vous allez finalement avoir une version plus poussée, ben, c'est de l'upselling parce que vous allez vendre une version plus poussée de votre application ou de votre offre. Donc, en fait, un client, vous l'équipez peut-être avec une offre basique et puis après, en fait, au fur et à mesure que votre relation grandit et que la confiance grandit, vous allez en fait pouvoir lui pousser des offres un peu plus sophistiqué et donc c'est de l'upselling et que vous allez pouvoir lui vendre plus cher. Le cross-selling, c'est quand vous avez en fait plusieurs offres, enfin un panel soit de produits, soit de services selon votre positionnement. Et en fait, un premier client, par exemple, moi, voilà, il y a des clients qui viennent me voir pour une étude de marché. Et une fois qu'on a fini l'étude de marché, du coup, on va travailler le business plan ensemble et puis après, on va travailler la préparation à leur lancement opérationnel. Et en fait, ça, c'est du cross-selling parce que finalement, ils vont se balader sur l'ensemble de mon offre et voilà. Et on va pouvoir, du coup, je vais pouvoir en fait travailler avec eux sur une largeur de gamme. Après, on a Marion qui est revenue et il y avait juste, pardon Olivia, il y avait une question aussi qui recoupait un petit peu dans la partie upselling, c'est-à-dire qu'on va aller réactiver aussi un client qu'on a déjà pour essayer de lui vendre un peu plus ou vendre des choses un peu complémentaires. Et il y a une question, c'est comment faire pour relancer ces clients sans paraître trop insistant. Donc, relancer pour, je pense, pour apporter plus de valeur, il ne faut pas avoir peur de le faire, entre guillemets. Si on parle d'une relance de paiement, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi ce cas de figure, sur les relances de paiement pour les paiements en retard, etc., je pense qu'il faut le faire de façon très formelle. Aujourd'hui, on le dit assez que par exemple, les grands comptes ou les petites entreprises ne doivent pas faire de la rétention de paiement dans la mesure où elles ont l'argent disponible pour le faire, pour ne pas mettre en difficulté toute l'économie. Donc, sur une relance de paiement en retard, je pense qu'il faut juste être formel, expliquer la situation. On est dans une période de crise. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des décalages de trésorerie. Voilà, il faut l'expliquer. Et puis de toute façon, si la facture a été émise, le travail livré ou la prestation ou l'offre, ou le produit a été livré, qu'il est déjà exploité et consommé, du coup, tout travail mérite salaire, entre guillemets, et mérite d'être payé en tout cas. Et je pense qu'il faut l'expliquer, être très pédagogue et rester assez formel, se détacher peut-être du lien amical qui a pu être créé. C'est juste que vous avez besoin, comme tout le monde, d'avoir des entrées d'argent dans cette période. Et voilà, l'expliquer un petit peu. C'est une question d'Anaïs à laquelle j'essaie de répondre. Oui, complètement. Et en fait, plus largement, on peut le dire sur tout. En fait, comme on a dit là, en fait, aujourd'hui, on est sur une crise sanitaire avec un impact économique, mais en fait, l'activité, elle doit continuer. C'est pas, en fait, ce n'est pas. Il va y avoir des pans d'activité qui vont être en difficulté, mais il va falloir rebondir, se réinventer. En fait, l'activité, elle continue. Le fait spécifique, c'est qu'on est confiné, donc ce qui arrête des relations, des interactions, des face-à-face, des entrées dans des commerces, etc. Mais l'activité, elle continue. Donc, en fait, elle doit continuer, pas comme as usual, mais du coup, effectivement, facturer, mais c'est complètement légitime de facturer. Prospecter, c'est tout à fait légitime de prospecter. Vendre, c'est tout à fait légitime de vendre, en fait. Donc, il faut vraiment être complètement... Évidemment, il faut le faire différemment, certainement, et avec... voilà, c'est du collectif, c'est de la bienveillance, c'est de l'explication. Mais en fait, l'activité, elle continue. Donc, sentez-vous légitime de développer votre activité. Vous avez une valeur, tout ce qu'on a dit, vous avez une valeur sur le marché, vous continuez à communiquer sur les réseaux sociaux, sur digital, par téléphone, par mail, ça continue. Donc, effectivement, et donc, entre autres, facturer ou aller récupérer des factures impayées, oui, et en plus, tout le monde peut comprendre qu'effectivement, en ce moment, c'est clé pour, en fait, pour le collectif, finalement.
Du coup, Marion, peut-être que tu vas pouvoir prendre la parole. Je pense qu'on a répondu à pas mal des questions que tu avais Oui, avant ce webinaire. Peut-être qu'il y a celle sur Instagram à laquelle on n'a pas trop répondu et qui avait été aussi posée par Jeanne. Jeanne qui est responsable de l'e-shop Sister Africa. Du coup, peut-être tu peux nous recontextualiser, Marion, quel est ton business et ton activité et reformuler un petit peu ta question par rapport à Instagram. bien sûr. Mais déjà, je tenais à vous remercier. C'était vraiment cool. Vous avez répondu à pas mal de nos questions. Et voilà, vraiment ravie et ça rebooste encore plus. Merci, Euh, Marion. donc, donc voilà, moi je suis Marion, donc on est deux avec Dorothée. On a lancé cette idée il y a 2 ans. Donc on était encore en train on était vraiment au début du lancement. Quelques jours avant le confinement, on avait rendez-vous avec le directeur d'usine pour finaliser justement notre partenariat. Ce qui n'a pas pu se faire. Mais voilà, donc en fait, nous, voilà, on crée une marque de lingerie made in France et pour toutes les femmes. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai qu'on avait quelques questions auxquelles on avait du mal encore à répondre. Et la question sur Instagram, je trouve que vous y avez quand même un petit peu répondu. C'était de savoir si c'était bien de communiquer que via Instagram ou d'autres réseaux. Mais je trouve que vous y avez répondu. Ouais, ta réponse est plutôt oui. Oui, après, c'est vrai que du coup, je m'étais intéressée un petit peu à Pinterest. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ta catégorie de produits, Pinterest peut être très intéressante. En fait, Pinterest, c'est un petit peu comme Google AdWords, mais par l'image. Ce sont des données souvent très intentionnistes sur un acte d'achat à plus ou moins court terme, on va dire. Mais les gens qui vont chercher, par exemple, sur Pinterest, dans ton cas, soutien-gorge noir, par exemple, ça va être des personnes qui, en tout cas, sont dans la recherche, sont en train de prendre de l'information sur cette catégorie de produits-là. L'avantage de Pinterest, c'est que c'est directement associé à ton site internet, que tu peux renvoyer directement vers la page produit pour inciter à un acte d'achat. Pinterest aussi, son avantage, c'est que ça améliore votre référencement naturel de votre site internet. Ça crée ce qu'on appelle des backlinks et du coup, ça améliore votre positionnement. Donc, sur des catégories de produits qui sont du vêtement, de la décoration d'intérieur, tout ce qui est cuisine aussi, la partie food avec les recettes, tout ce qui est do it yourself. On parlait Colline parlait tout à l'heure, qui est dans tout ce qui est do it yourself. Pinterest a un vrai axe. On est sur un peu moins de quantité, mais je pense qu'on est plus sur de la qualité en termes de cible et de ciblage qui est possible. Et aussi sur toute la partie publicitaire, Pinterest est quand même assez intéressant quand il s'agit d'acquérir du trafic sur des pages produits dans un e-commerce. Donc, je pense que oui. Et on me posait aussi la question récemment, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se lancer sur un réseau social en particulier ou il vaut mieux attendre avant de créer sa communauté ou se lancer dans un nouveau réseau social, la sortie de la crise et du confinement. On vous a donné un petit peu quelques éléments de réponse. Pour moi, il vaut mieux le créer maintenant, quand les gens sont confinés et qu'ils ont de la disponibilité. Ils vont être plus engagés, plus réceptifs à ce que vous leur proposez et ils auront plus de temps pour s'y intéresser, même si ils y resteront peut-être moins longtemps, ils s'y intéresseront plus. Donc, je pense que la communication sur les réseaux sociaux, c'est bien la dernière chose qu'il faut arrêter. Si vous les arrêtez, vous perdez des parts de voix par rapport à vos concurrents, c'est certain. Et en plus de ça, ça peut évoquer un peu de méfiance de la part de vos consommateurs, de vos clients, sur le fait que vous avez peut-être des difficultés actuellement par rapport à ce qui se passe. Et ça peut justement mettre un petit peu en péril la confiance qu'on peut avoir en vous et votre marque, quoi. Après, D'accord. pour compléter ce qu'a dit Laura, un levier aussi qui est intéressant, et on en a parlé, c'est Google Shopping, parce que ça va aussi vous donner une belle visibilité en termes de produits que vous allez montrer. Alors, soit c'est vrai que c'est associé à un prix, etc., mais comme vous êtes associé à des mots-clés et des catégories, vous pouvez très bien être axé que sur du luxe. Donc, ça peut être aussi intéressant
En tout cas, de s'y intéresser, ça peut être complémentaire en fonction aussi de vos enjeux aussi commerciaux, budgétaires, mais ça peut être aussi un levier qui est intéressant sur votre typologie de produits. D'accord. Super. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Il nous reste le temps pour quelques questions. Je donne la parole à Jeanne, si elle est encore là. Je suis en train d'activer sa possibilité d'échanger avec nous. Hop, Jeanne, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord, bonjour. Si tu peux nous présenter un petit peu ton activité et voilà. Cette initiative, oui, je m'appelle Jeanne. Donc, avec ma sœur, on a une marque de vêtements, du prêt-à-porter Made in Africa, 100% Made in Africa. Et donc, la marque a été créée en 2013 et depuis 2016, je suis gérante du site e-commerce. Je suis basée à Toulouse, à Montgiscard. Et donc, mes deux questions, je pense que vous y avez répondu. Comment convaincre ses clients ou futurs clients en ce moment à commander nos produits? Parce que je pense que l'idée, d'après ce que j'ai entendu, de ce que vous avez dit, l'idée, ce n'est pas de les convaincre à acheter pour le moment, mais de les amener à collaborer, à adhérer à nos valeurs. Et ça, on le constate grâce à nos réseaux sociaux, parce que sur Instagram, on poste pas mal d'anciennes photos, d'anciennes vidéos qu'on avait déjà postées, qu'on reposte maintenant. Et avant le confinement, on avait une folie là, depuis le début du confinement jusqu'à hier, on est à 13 600 followers. Donc, juste en parlant de la marque, des valeurs, de comment on fabrique nos vêtements, parce qu'on travaille avec des artisans locaux. Donc, du tissu, du design qu'on fait avec des associations de femmes teinturières aussi et tout. Et ça, on le montrait, mais je ne pense pas assez. Et maintenant qu'on le montre avec le confinement, c'est pas on gagne en nombre de followers, pas malheureusement en commande, ça, mais bon, ça peut se comprendre. Donc, c'est juste les deux questions Instagram et commander, vous y avez répondu, je pense, avec les autres questions. Mais c'est juste qu'après confinement, parce que le préparer son plan d'action après confinement, le fait de faire des offres, pour moi, c'était ma question. Est-ce que ça ne dévalorise pas ces produits? Donc, c'était ma question. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu un sujet de fond là. C'est est-ce que tout le monde se pose la question, est-ce qu'on fait des soldes à la sortie du confinement pour un petit peu épuiser ses stocks, etc. Je pense que tu as dit quelque chose de très important, Jeanne, c'est qu'il faut que ça reste cohérent avec ton positionnement de marque. Si tu as des produits voilà, un peu sur mesure, des produits relativement haut de gamme, je pense qu'il ne faut pas forcément faire des offres pour faire des offres. De toute façon, ton public sera là et il viendra l'acheter au-delà de l'attraction pour une offre promotionnelle. Ou en tout cas, si tu fais une offre promotionnelle pour essayer juste de réactiver, de booster un petit peu, il ne faut pas qu'elle soit trop importante, pas qu'elle dévalorise la qualité perçue de ton produit et ton positionnement de marque. Par contre, ce qui est important, je pense, c'est par exemple pour toi de mettre en avant, par exemple, des quantités limitées, mettre en avant le côté, je sais pas, éphémère d'un produit ou par exemple plus que 5 en stock. Ça, c'est des leviers sur lesquels tu peux agir à la reprise du confinement en disant, voilà, au lieu d'agir sur le prix, agis un peu plus sur la rareté peut-être. Et je te conseille du coup de réactiver toutes les personnes avec qui tu auras pu échanger et dont tu auras pu prendre le contact, par exemple, avec un abonnement à la newsletter pendant cette période de confinement et de les réactiver avec ce type de mécanique via un mail à la reprise, quoi. D'accord. Voilà. Donc, moi, le promotionnel, il faut que ça colle avec votre positionnement de marque. Il ne faut pas que vous grignotez trop sur vos marges non plus. Voilà. Après, si vous avez vraiment un problème, si vous avez du stock qui vous coûte cher à stocker, bon, ben, bien sûr que vous allez faire un peu plus d'efforts parce que c'est stratégique pour votre entreprise. Mais il ne faut pas faire des promos pour faire des promos si ça ne colle pas avec votre modèle économique et votre positionnement de marque habituel.
à mon sens. C'est mon avis. Je sais pas, Aurélie, si tu as… Oui, mais complètement. En fait, alors cet enjeu là, de promotion, de gratuité, il s'est posé beaucoup. Enfin, moi, je l'ai beaucoup entendu dans les webinaires ou dans les échanges que j'ai eu avec des entrepreneurs. Est-ce que je dois faire du gratuit pour attirer le client, etc. En fait, alors la gratuité, plutôt non. Ou alors de la gratuité ou dans le cas d'une offre promotionnelle. Et comme tu le disais, Laura, de toute façon, c'est l'offre, c'est soit sur de l'éphémère, effectivement, sur de la rareté, donc pour capter. Mais de toute façon, de la promotion, il faut surtout en fait que ça soit serré dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être offre promotionnelle à la rentrée pour la reprise, mais il faut vraiment soit déjà se poser la question sur quelle partie de mon offre je le fais, parce que ce n'est pas forcément sur toute votre offre, que vous soyez en B2C ou en B2B. Donc, c'est peut-être une offre d'appel pour justement après, capter des clients sur de l'upselling ou du cross-selling. Mais du coup, voilà, sur une offre en particulier et sur un temps donné. Et la gratuité, pas forcément, enfin là, je ne parle pas sur évidemment des pièces de collection, de vêtements ou quoi, mais gratuité, pas forcément, parce que le risque, en fait, gratuité, c'est d'attirer des clients qui ne paient pas et qui viennent chercher que des offres gratuites. Et du coup, pour moi, on perd en qualité dans son portefeuille, on dévalorise son portefeuille client. Et puis surtout, en fait, du coup, derrière, pour refaire payer les gens, parce qu'à un moment donné, quand même, un business model, un modèle économique qui marche aussi sur de la vente, évidemment. Du coup, ça va être compliqué de les refaire payer. Donc, vous allez être pris dans votre temps par des gens qui ne paient pas et vous n'allez pas pouvoir développer les clients qui, eux, sont prêts à payer parce qu'ils reconnaissent. Et puis, en plus, la gratuité, quand on offre quand on met quelque chose sur le marché, c'est une valeur qu'on met. C'est un savoir-faire, une compétence de la production, des jolis vêtements, des jolies réalisations. Il y a du temps derrière qui est investi. Donc, il n'y a rien de gratuit. D'accord. Malheureusement, on arrive un petit peu au bout du temps. Cynthia, j'ai vu ta question. Si tu veux, on peut s'en parler sur LinkedIn si tu veux. Il n'y a pas de souci, je te répondrai avec plaisir. Il y avait une question sur la partie investisseur. Alors, c'est un peu moins notre cœur de métier à nous, à la collab, mais plus à… Ouais, est-ce qu'il faut aller… Oui, moi, j'accompagne quand même… pardon. J'accompagne quand même un fonds d'investissement actuellement, donc je connais un petit peu leur stratégie et leur positionnement par rapport à ça. C'est vrai qu'ils ont plus de temps pour étudier des dossiers, pour lire des dossiers et prendre connaissance de dossiers. Par contre, ils sont moins réactifs pour actionner et mettre en route. Donc, je trouve que c'est un bon moment pour initier, pareil, les échanges avec eux, un petit peu comme avec les prospects. Et peut-être que ça se déclenchera un peu plus tard. Peut-être qu'Aurélie, tu as d'autres éléments de réponse. Complètement, je suis tout à fait en ligne avec toi parce que effectivement, c'est le moment justement de présenter plus calmement les dossiers d'investissement. Ouais. Peut-être les investisseurs en plus de temps, ils ne prendront pas leur décision là parce qu'en fait, un dossier d'investissement, c'est aussi une rencontre avec l'entrepreneur. Enfin, c'est une rencontre de plusieurs parties. Donc, de toute façon, ça ne peut pas forcément se faire actuellement par téléphone, oui, ou par visio, mais les décisions ne seront pas prises tout de suite. En revanche, ça permet justement d'analyser les dossiers plus calmement. Et c'est l'idée, ce que tu disais, effectivement, c'est comme un prospect. En fait, ça se travaille dans la relation et puis ça permet d'affiner justement les business plans à présenter avec les retours des investisseurs, mais pour affiner, pour être le moment où en fait on pourra se rencontrer et de toute façon et les investisseurs pour le coup parce que en fait c'est ce qu'on se disait pour la partie profil des entrepreneurs en fait les entrepreneurs qui voient sur un horizon c'est ceux qui vont continuer d'investir en fait. Soit on se dit que tout s'arrête maintenant et on arrête d'investir. Les investisseurs pour eux, c'est leur c'est leur moteur. Donc de toute façon, ils ne vont pas Donc après, c'est l'occasion effectivement de présenter peut-être des dossiers plus qualifiés et surtout de façon plus calme et plus sérieuse. Je vous remercie à toutes pour tous ces échanges aussi qui ont été enrichissants, même pour nous dans l'interaction. C'est vrai que ça nous amène à nous poser à tous les bonnes questions sur nos business respectifs, puisqu'on est tous un petit peu
entrepreneurs et même pour ceux qui sont dans l'écosystème salarié. Je sais qu'il y a des responsables marketing qui se sont connectés, etc. C'est aussi bien d'avoir un petit peu toute cette prise de température de l'économie en réel et en local, en tout cas. Donc, vraiment, merci à toutes de vous être connectés. Voilà, les échanges continuent. N'hésitez pas à revenir vers nous sur nos LinkedIn. Je sais qu'on est toutes les trois, en tout cas, nous, de notre côté, très actives. Donc, de nous demander la présentation. On va vous envoyer le lien dans tous les cas du replay par email pour que, voilà, si vous souhaitez revoir quelques passages. Et puis encore merci aux Toulousaines audacieuses, au réseau des Nénettes et les réseauteuses qui sont des 3 réseaux de féminins, en tout cas professionnels féminins, qui font plein de bonnes choses pour notre territoire, plein d'événements. Et donc voilà, au plaisir de vous revoir dans l'un de ces réseaux et peut-être en IRL dans la vraie vie, quoi. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. À bientôt. Au revoir. Au revoir.